Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment sur le cours de réaction nucléaire spontanée, fission nucléaire. Alors chers amis, vous devez maîtriser le plan de votre travail avant de commencer à maîtriser tout ce que vous connaissez comme propriété. Alors chers amis, je vais vous annoncer le plan de mon travail qui suit. En 1, un atome. 1,2, une molécule. 1,3, constitution du noyau d'un atome. 1,4, un élément chimique. 1,5, un isotope. En 2, loi de conservation. 3, les radioactivités alpha, bêta plus, bêta moins. 4, décroissance radioactive. 4,1, loi de décroissance. 4,2, période au demi-vie. Nous allons parler de la courbe aussi. En 4.3, activité radioactive. 5, fission nucléaire. Alors, chers amis, sans toutefois tarder, nous allons parler d'un atome. Chers amis, qu'est-ce qu'un atome? Un atome est la plus petite particule d'une matière qui puisse exister. Donc, on reprend. Un atome est la plus petite particule d'une matière qui puisse exister. Un atome est la plus petite particule d'une matière qui puisse exister. Alors je reprends, un atome est la plus petite particule d'une matière qui puisse exister. Nous allons voir quelques exemples d'atomes. H est appelé atome d'hydrogène. O est appelé atome d'oxygène. C est appelé atome de carbone. Alors, on vient de définir un atome. En 1,2, nous allons parler d'une molécule. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle une molécule? Une molécule est l'assemblage de plusieurs types d'atomes. Une molécule est l'assemblage de plusieurs types d'atomes. Une molécule est l'assemblage de plusieurs types d'atomes. On vient de signifier qu'une molécule est l'assemblage de plusieurs types d'atomes. Nous allons donner un autre exemple. H2O, la molécule de l'eau. Nous allons parler de CO2, le dioxyde de carbone. Donc, avec ces deux informations, j'espère que vous avez compris la différence entre une molécule et un atome. Un atome est la plus petite particule d'une matière qui puisse exister. Une molécule, c'est l'assemblage de plusieurs types d'atomes. Chers amis, nous allons passer à la constitution du noyau d'un atome. 1.3, la constitution du noyau d'un atome. Nous allons parler de la constitution du noyau d'un atome. De quoi est composé un atome? Un atome est composé de nucléons. Un atome est composé de nucléons. Parmi ces nucléons, l'on peut citer les protons chargés positivement et les neutrons sans charge électrique. Donc, nous allons dire que le noyau d'un atome est constitué
de nucléons. Nous allons citer un exemple de nucléons. Ce sont les protons. Chers amis, les protons sont chargés positivement. Chargés positivement. Étant donné que les protons sont chargés positivement, on va remarquer que la masse d'un proton serait égale à 1,6726 10 puissance moins 27 kg. La masse d'un proton est de MP, qui signifie masse d'un proton, 1,6726 10 puissance moins 27 kg. Voici la masse d'un proton. Nous allons parler de neutrons. Ce sont les neutrons. Comme son nom l'indique, les neutrons sont sans charge électrique. Sans charge électrique. Ce qui signifie que lorsque les protons sont chargés positivement, les neutrons n'ont pas de charge. Nous allons parler de la masse du neutron. La masse du neutron est de M, et vous allez voir N à côté, M qui signifie masse, N qui signifie neutron, est égal à 1,67 49 10 puissance moins 27 kg. Alors voici la masse d'un neutron. Comme nous parlons de constitution du noyau d'un atome, nous allons parler de A, de Z et de N. Que représente A? A représente le nombre de masses appelé nombre total de nucléons. Donc, chers amis, la constitution d'un atome se fait par l'intermédiaire de grand A, de grand Z et de grand N. Alors, constitution. Ici, chers amis, je vais te parler de X, qui est appelé nucléide. De A, qui est appelé nombre de masse. De Z, qui est appelé nombre de protons. Donc, que représente A? A désigne le nombre de masse. Le nombre de masse est parfois appelé nucléon. Donc, ou nombre total de nucléons. Alors, chers amis, il faut répéter que X représente le nucléide. Je peux remplacer X par n'importe quel composé, exemple C, qui est le carbone, H, qui est l'hydrogène. A représente le nombre de masses, appelé couramment nombre total de nucléons. Nous allons parler de Z, qui est appelé nombre de protons, suffisamment. Alors, dans un sujet, vous allez pouvoir remplacer le Z par le numéro atomique. Alors, Z est appelé nombre de protons ou numéro atomique. A est appelé nombre de masse ou nombre total de nucléons. Donc, chers amis, nous allons suivre Z. On vient de signifier que Z désigne le nombre de protons. Désigne le nombre de protons. Alors, Z désigne le nombre de protons, parfois appelé numéro atomique. Donc, chers amis, si vous voyez Z dans un sujet, il s'agit donc du numéro atomique qui est appelé nombre de protons. Si vous voyez A dans un sujet, est appelé nombre de masse ou nombre total de nucléons. Alors, chers amis, comment déterminer le neutron? Comment déterminer
le nombre de neutrons. Alors, chers amis, pour déterminer le nombre de neutrons, nous allons utiliser une petite chanson qui est appelée AZN. AZN signifie quoi? Que A est égal à Z plus L. Voici pourquoi je dis la technique s'appelle AZN. A égale à Z plus L. Je reprends. A, c'est le nombre de masses appelé nombre total de nucléons. Z, nombre de protons. Et N, nombre de neutrons. Le but de cet exercice est d'apprendre à déterminer le nombre de neutrons. Donc, grâce à la formule A égale à Z plus N, nous allons donc tirer N. Lorsque vous tirez N, vous allez remarquer que Z va se déplacer. On aura donc A moins Z. Alors, chers amis, si A égale à Z plus N, alors N est égal à A moins Z. N est appelé nombre de neutrons. A est appelé nombre de masses. Et Z est appelé nombre de protons. Je sais que vous comprenez l'histoire de nombre de masses, nombre de protons et nombre de nucléons. Donc, chers amis, je vous demande de suivre attentivement que X désigne les nucléides. Donc, nous donnons la définition d'un nucléide. Un nucléide est un élément chimique qui est constitué de numéros qui est appelé nombre de masse et du numéro atomique. Donc, un nucléide est constitué de A et de Z. Alors, nous allons donner comme exemple. C a remplacé le fameux X. Ici, je vais mettre 12 et là 6. Que représente 12? Nombre de masse. Que représente 6? Nombre de protons. Alors que représente C? C'est notre espèce chimique appelée nucléide. Alors, chers amis, comment déterminer la valeur de N? Nous allons donc utiliser N égale à A moins Z. Dans ce cas-là, A qui est égal à 12 moins Z qui est égal à 6. Nous allons trouver le nombre de neutrons qui fait 6. Charam. Vous voyez un peu bien comment on détermine le nombre de neutrons. Nous allons passer à l'étape 1,4 qui est appelé élément chimique. 1,4. Un élément chimique. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'un élément chimique? Un élément chimique est une espèce chimique qui a le même numéro atomique. Vous comprenez bien? Le même numéro atomique. Donc, si je demande de répéter, un élément chimique est une espèce chimique qui a le même numéro atomique. Un élément chimique, est une espèce chimique possédant le même numéro atomique. Alors, chers amis, voici la définition d'un élément chimique. Un élément chimique est une espèce chimique possédant le même numéro atomique. Nous allons voir à 5 un isotope. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle isotope? Un isotope est un nucléide possédant le même numéro atomique mais diffère par le nombre de masses. Un isotope est un nucléide qui a le même numéro atomique mais diffère par le nombre de masses. Chers amis, nous allons reprendre. Un isotope est un nucléide qui a le même numéro atomique mais diffère par le nombre de masses. Un isotope
possédant le même numéro atomique, mais diffère par son nombre de masse. Alors, cher ami, je te demande de reprendre cette définition. Qu'est-ce qu'un isotope? Un isotope est un nucléide possédant le même numéro atomique, mais diffère par le nombre de masses. Nous allons voir quelques exemples. Si vous avez dans un sujet C, 6, 12, qu'est-ce que vous remarquez? Le numéro atomique est 6, le nombre de masse est 12. Si je vous donne C, et là est 6, et là devient 13, tu vas remarquer que le premier est différent du deuxième. Et pourquoi? Le numéro atomique est identique toujours, mais le nombre de masse est différent. Nous allons parler d'un exemple encore, 6 là et 14 là. Le numéro atomique est identique à chaque fois, mais le nombre de masse est différent. Donc, qu'est-ce que l'on appelle isotope? Un isotope est un nucléide possédant le même numéro atomique, mais diffère par le nombre de masses. Chers amis, après essai, nous allons voir la loi de conservation en deux. Loi de conservation. Alors, chers amis, qu'est-ce que la loi de conservation? La loi de conservation est la désintégration radioactive qui est traduite par une formule qui va suivre. X à Z qui donne Y A1 Z1 plus R A2 Z2. Voici l'équation appelée loi de conservation. Dans la loi de conservation, il faut donner au final la loi de conservation du nombre de masse et après la loi de conservation du nombre de charges. Alors, je reprends. La loi de conservation, c'est lorsque la désintégration radioactive permet de transformer un atome en un noyau. Donc, la loi de conservation est la désintégration radioactive permettant de passer de l'atome en noyau. Ce que sous-entend que son équation s'écrit X à Z qui donnera Y A1 Z1 plus R A2 Z2. Chers amis, nous allons passer par la loi de conservation du nombre de masses. Loi de conservation du nombre de masses. Alors, comment calculer la loi de conservation du nombre de masses? On aura A qui serait donc égal à A1 et le A1, voici ça, complété à A2. Lorsque vous associez
A1 à A2, vous obtenez A. Lorsque vous associez A1 à A2, vous obtenez A. A est appelé la loi de conservation du nombre de masses. Chers amis, nous allons passer à la loi de conservation du nombre de charges. Comment calculer la loi de conservation du nombre de charges? Loi de conservation du nombre de charges. Alors, chers amis, comment calculer la loi de conservation du nombre de charges? Il faut regarder désormais les Z. Ce Z est égal à l'association de Z1 et de Z2. Donc, chers amis, on aura donc Z qui serait donc égal à Z1 additionné à Z2. Donc, la loi de conservation va permettre la transformation d'un atome en un noyau. Ce qui signifie que X à Z va donner naissance à Y A1 Z1 plus à R A2 Z2. Dans ce cas-là, vous allez remarquer que X, Y et R sont des nucléides. Alors, X, Y, R sont les nucléides. Chers amis, on avait dit quoi des nucléides? On avait dit que les nucléides possédaient le même numéro atomique. Alors, chers amis, nous allons passer à 2 à 3 les radioactivités. Alors, les radioactivités seront constituées de 3 types. La radioactivité alpha, qui a pour particule alpha, la radioactivité bêta, plus, qui a pour particule bêta, plus, la radioactivité bêta moins, qui a pour particule bêta moins. Comment faire pour les retenir les trois? C'est très simple. La radioactivité alpha va avoir une émission de particules appelées alpha. Lorsque il y a émission de particules appelées alpha, c'est qu'il y a naissance de l'hélium. Mais la radioactivité appelée bêta plus va avoir une émission d'une particule bêta plus. Dans ce cas-là, il y aura forcément la naissance de positons. Les radioactivités. On en dénombre 3 types de radioactivité. Retenez bien qu'il y a 3 types de radioactivité. La radioactivité alpha, on reconnaît la radioactivité alpha par l'hélium. La radioactivité bêta plus, on reconnaît par le positon. La radioactivité bêta moins, on reconnaît par l'électron. Donc, chers amis, il existe combien de types de radioactivité? Je préfère que vous dites qu'il existe 3 types. Radioactivité alpha, radioactivité bêta plus et radioactivité bêta moins. La radioactivité alpha est caractérisée par l'hélium. La radioactivité bêta plus est caractérisée par le positon. La radioactivité bêta moins est caractérisée par l'électron. Donc, nous allons voir la radioactivité de type alpha. 3.1 radioactivité de type alpha. Nous allons parler de la radioactivité de type alpha. Ici, il faut reconnaître que la désintégration radioactive alpha va permettre de passer d'un atome à un noyau. Donc, c'est le passage d'un atome à un noyau. Donc, suivez bien. La désintégration radioactive alpha d'un atome X à Z en noyau Y à moins 4 et Z moins 2 est lié à l'énergie
l'hélium. Alors, l'hélium est caractérisé par He, là, 4, voici pourquoi on met 4 là, 2, voici pourquoi on met 2 là. Alors, avec émission d'une particule appelée alpha. Donc, chers amis, je reprends. Il existe combien de types de radioactivité? 3 types de radioactivité. Radioactivité de type alpha, radioactivité de type bêta+, radioactivité de type bêta-. Alors, la radioactivité alpha, c'est la désintégration radioactive alpha qui permet la transformation d'un atome à un noyau. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous avons l'atome XOR à Z. On a dit que X représente le nucléide. Alors, XOR à Z qui va se transformer en noyau Y. A-4, 4, c'est le nombre de masse. Et 2 est le numéro atomique. Alors, on aura Z-2. Et cette écriture-là va se traduire sous forme d'équation. L'équation serait sous la forme de XOR à Z qui va donner YA-4, Z-2 plus l'hélium. Donc, la radioactivité de type alpha réagit donc avec l'hélium. La radioactivité de type bêta plus réagit avec le positon. Et la radioactivité de type bêta moins réagit avec l'électron. Donc, il faut maîtriser les 3 types de radioactivité. Car plusieurs fois, récemment, nous avons donné plusieurs exercices de réaction nucléaire spontanée. Donc, il faut apprendre ces cours-là. Ce n'est plus à négliger. Il faut apprendre le cours de réaction nucléaire spontanée. Nous n'avons pas encore fini. Donc, suivez la suite. Alors, radioactivité de type alpha, on va faire quelques exemples. Nous allons utiliser X, A, Z à l'aide de la propriété qui nous dit que l'atome va se transformer en noyau. Y, et là, nous avons dit A moins 4, et ici, Z moins 2, plus l'hélium. Ici 4, quant à ici 2. Alors, chers amis, nous allons utiliser en termes de sujet. Nous allons remplacer le X là par le radium, Ra, et le Y par le radon, Rr. Du coup, on aura simplement Ra. Nous allons remplacer le A par 226, le Z par 88, qui va donner Rn qui est appelé radon, et avec la propriété, on aura 226 4 et Z qui est 88 moins 2, plus 4, 2, He. Au final, on obtient 226, 88 Ra qui va donner 226 moins 4, on obtient 222, et 88 moins 2, on obtient 86 RRA plus 4, 2, He. Chers amis, l'on vient de trouver l'équation de la radioactivité de type alpha. Nous allons passer à la radioactivité de type bêta+. Nous sommes ici l'élément radioactivité. Donc nous sommes en 3, 2. Radioactivité bêta+. Chers amis, nous avons dit qu'on distinguait 3 types de radioactivité. Alpha, caractérisé par l'hélium. Bêta+, caractérisé par le positon. Bêta-, caractérisé par l'électron. Donc nous allons parler de la désintégration radioactive. La désintégration radioactive bêta+ va transformer l'atome X à Z en noyau
Y, et là, vous allez mettre A. Quant à là, vous allez mettre Z moins 1. Je vais vous expliquer pourquoi on met 1, car le composé n'étant positif va chercher à réagir avec un nombre négatif pour pouvoir être équilibré. Donc, l'atome AZ va se transformer en noyau YAZ-1 et sera lié au positon. Et la formule de positon, c'est E, 0 là, plus 1. Notamment, on peut écrire E, 0 et ici 1. Voici ce que l'on appelle le positon. Avec émission d'une particule bêta plus. Alors, chers amis, nous allons passer en technique d'exemple. Exemple, radioactivité de type bêta plus. Alors, nous allons utiliser les mêmes techniques X, A, Z qui va se transformer en noyau Y, A, Z, moins 1, plus 1, E, 0. Et là, nous allons marquer plus 1. Alors, chers amis, on retient à la fin que X, A, Z va donner le noyau Y, A, Z, moins 1, plus 1, 0, E, et ici 1. Voici ce que vous devez retenir. Mais si vous retenez cette écriture, quel serait donc en termes d'exemple que je vais choisir? Je vais choisir N pour azote et C pour carbone. Donc, N, azote et C, carbone. Dans ce cas-là, on aura simplement N qui va donner C plus 1, E, 0, 1. E représente E, 0, 1 représente le positon. Alors, chers amis, sans toutefois tarder, nous allons mettre les différentes informations que nous trouvons là. Alors, nous allons prendre 7 et prendre là, je préfère prendre 13 ou bien combien? Donc, je préfère prendre 13. Alors, ici, si on a bien compris l'explication, on a dit A là, Z moins 1. Alors, A est 13, Z moins 1, on avait Z ici. Donc, on a 7. 7 moins 1, on obtient 6. Alors, chers amis, en termes d'exemple, azote et carbone, voici ce que l'on obtient par la suite. Donc, je reprends. La radioactivité bêta plus est la désintégration radioactive bêta qui va transformer un atome en un noyau. Alors, quelle est la différence? C'est que l'atome a Z en noyau Y a Z-1 et est lié au positon. Est lié au positon. Le positon, c'est E, 0 plus 1. Notamment, on peut être écrit à E, 0, 1. Alors, avec l'émission d'une particule appelée bêta plus. Donc, chers amis, on avait dit qu'il existait 3 types de radioactivité. Radioactivité de type alpha, caractérisée par l'hélium, radioactivité de type bêta plus, caractérisée par les positons, et la radioactivité de type bêta moins, qui serait caractérisée par les négatons, qu'on appelle simplement les électrons. Donc, nous allons voir tout à l'heure 1, 3, 2, radioactivité bêta moins. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir sur la radioactivité bêta moins? La radioactivité bêta moins, on va donc parler de la désintégration
la désintégration radioactive bêta moins serait sous la forme de X. A, Z, ça veut dire qu'un atome va se transformer en un noyau. Un noyau. Et le noyau va s'appeler Y. Et là, vous appelez par la suite A. Et là, Z plus 1. Et est lié au négaton appelé électron. Appelé couramment électron. Ce qui traduit son écriture E et la 0 moins 1. Étant donné que ça réagit avec l'électron, c'est que le composé doit être positif pour pouvoir réagir avec l'électron. Parce que pourquoi on a Z plus 1 et là on a moins 1. Mais lorsque ça réagit avec les positons, on a plutôt plus 1 là et le composé c'est plutôt Z moins 1. Alors chers amis, suivez attentivement ce que nous allons démontrer, c'est-à-dire quoi? L'équation exemple de la radioactivité de type bêta moins. Donc, exemple de la radioactivité de type bêta moins. Alors, nous allons parler de la radioactivité de type bêta moins en termes d'exercice. Lorsque le type était bêta plus 1, on avait A, Z, X. Et ici A, Z, moins 1, Y plus 1, le positon. Ici, on aura X, A, Z qui va nous donner le noyau Y. Et là, automatiquement, on aura A. Et ici, on aura Z plus 1. Qui va donc réagir avec le négaton appelé autrement électron. E, 0 et moins 1. Si jamais on vous demande comment on effectue le calcul, vous dites pour avoir A, il faut associer A plus 0. Mais pour avoir aussi B, Z qui se trouve là, il faut dire Z plus 1 moins 1. Donc on obtient par la suite Z. Une fois que l'on vient de démontrer ça, nous allons passer à l'exemple fiable, le phosphore et le soufre. Donc on va prendre ces exemples-là. P, phosphore, et puis S, le soufre. Alors ici, nous allons avoir P qui va donner naissance à S. P, 32, 16. Et là, nous allons faire réagir avec le négaton E, 0, moins 1. Chers amis, comment déterminer les différentes valeurs qui se trouvent là? Ce nombre va rester toujours 32. Pourquoi? Car la formule nous dit A reste toujours A. Mais le nombre situé en bas, pour trouver, il faut faire Z plus 1 moins 1. Alors, lorsque vous retranchez moins 1, on obtient plutôt la radioactivité bêta moins. Est-ce qu'on voit un peu bien? Moins 1 à ça. Mais lorsque vous ajoutez plus 1 à ça, on obtient la radioactivité de type bêta plus. Donc, chers amis, on a Z plus 1. Notre Z est égal à 16, il faut ajouter plus 1 à ce Z. On obtient dans ce cas-là 17. Maintenant, si l'on a ici 15 par exemple, on a 32P 15. Alors, quelle serait donc la valeur située là? Chers amis, on aura 15 additionné à 1, on aura ici 16. Alors, chers amis, pour déterminer Z, il faut faire ce Z. Il faut ajouter plus 1 à ce nombre. Si ce Z s'appelle 15, ça serait 15 additionné à 1. On obtient donc 16. Si ici est appelé 16, on obtient 17. Si là est appelé 17, on obtient 18. Alors, chers amis, je viens de t'apprendre à faire les équations de la radioactivité. En conclusion, il existe combien de types de radioactivité, chers amis? Il existe 3 types de radioactivité. La radioactivité de type alpha, avec émission de particules appelées alpha. La radioactivité de type bêta, plus avec émission de particules appelées bêta, plus et la radioactivité appelée
bêta moins avec une émission de particules appelée bêta moins. Donc on va dire la radioactivité bêta moins se traduit par la formule suivante. Et la formule suivante est à retenir AZ qui va nous donner le noyau Y à Z plus 1 plus le dégaton 0 et ici moins 1. Avec émission d'une particule appelée bêta moins. Il existe trois types de radioactivité. Alpha avec l'hélium, bêta plus avec le positon, bêta moins avec le négaton appelé électron. Chers amis, nous allons passer à la décroissance radioactivité. Numéro 4, décroissance radioactivité. Et en 4.1, nous allons parler de loi de décroissance. Radioactivité. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle loi de décroissance radioactivité? La loi de décroissance radioactivité est un phénomène aléatoire. Il faut retenir que la loi de décroissance radioactivité est un phénomène aléatoire qui se transmet du temps égal à 0 à temps différent de 0. Donc, je répète, la loi de décroissance radioactivité est un phénomène aléatoire. C'est-à-dire le T égale à 0 qui est appelé instant initial qui va au T différent de 0 qui est appelé instant quelconque. Voici ce que l'on appelle loi de décroissance radioactivité. C'est un phénomène aléatoire. Alors, qu'est-ce que vous devez connaître sur cette information-là? Cela va se traduire par une équation appelée N de T, qui est le nombre de noyaux en fonction du temps qui est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Donc, la loi de décroissance radioactivité va se traduire par une relation appelée N de T égale à N0 exponentielle de moins lambda T. La loi de décroissance radioactivité se traduit par la relation suivante. Quelle est la relation fondamentale que vous devez maîtriser? C'est que N de T est égal à N0 exponentielle de moins lambda T. Cette formule est appelée loi de décroissance. Alors, que représente NT? Est le nombre de noyaux. Le nombre de noyaux en fonction du temps. Alors, voici ce que la loi de décroissance radioactive. Alors, nous allons parler de cadre 2 qui est appelé période ou demi-vie. Très intéressant. Chaque fois, si vous rencontrez des examens, radioactivité.
chaque fois, si au cours d'un examen, lorsque on vous donne la réaction nucléaire spontanée, il y aura toujours la définition de la période appelée communément demi-vie. Qu'est-ce que l'on appelle période? Qu'est-ce que l'on appelle demi-vie? Alors, demi-vie ou période d'un nucléide est simplement la désintégration des noyaux. Mais comment seront ces noyaux-là? La moitié de ces noyaux vont se désintégrer. C'est-à-dire quoi? La période ou demi-vie d'un nucléide est le temps au bout duquel la moitié des noyaux seront désintégrés. Et comment seront ces noyaux-là? Ces noyaux sont appelés des noyaux initiaux. Alors, je vais dire que on appelle période ou demi-vie radioactive d'un nucléide est le temps au bout duquel la moitié des noyaux présents initialement sont désintégrés. Alors, chers amis, nous allons répéter ensemble qu'est-ce que l'on appelle période ou demi-vie, radioactivité. On appelle période ou demi-vie radioactive d'un nucléide le temps au bout duquel la moitié des noyaux présents initialement sont désintégrés. Alors, la formule serait donc N de T divisé par 2 serait donc égal à N0 exponentielle de moins lambda T. La présence de moins que vous voyez sur lambda permet de dire lors de la décroissance, il y aura un signe moins. Précédemment, on a donné la définition de la période. Qu'est-ce qu'on avait dit? Période ou demi-vie est le temps. On avait dit période ou demi-vie est le temps au bout duquel la moitié des noyaux présents sont initialement désintégrés. C'est ce qu'on avait donné comme définition. Dans ce cas, une relation est traduite. N de T divisé par 2 serait donc égal à N0 exponentielle moins lambda T. Alors, vous devez savoir que le temps peut se traduire en grand T. Ça veut dire que vous posez que le T est égal à grand T. Notre formule devient à présent N de T sur 2 est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Une fois que c'est fait, vous allez faire passer au dénominateur N0 là. C'est comme si le dénominateur ici vous avez 1. On obtient par la suite N de T sur 2. Et cette écriture passe là. On obtient N0 là égal à exponentielle de moins lambda T. La présence du signe moins permet de confirmer que le nombre de noyaux va décroître au fur et à mesure. Alors, chers amis, vous devez poser que N de T, qui est appelé nombre de noyaux, serait identique à N0 à l'instant T égale à 0. Une fois que c'est fait, vous devez remplacer N0 par N de T ou en plus on remplacer N0 par N de T ou N de T par N0. Donc ici, vous allez remplacer N de T par N0, on obtient N0 sur 2 N0
égale à exponentielle de moins lambda t. Une fois que vous avez donné cette information, il y a N0 en haut, il y a N0 en bas, les deux vont se simplifier. On aura 1 demi 2 qui est égal à exponentielle de moins lambda t. Et ici, à côté de part et d'autre, la fonction logarithme. Alors, vous allez ajouter ln de 1 demi là et ajouter ln de moins lambda t là. Une fois que cette équation est traduite, vous allez utiliser la formule de logarithme qui nous dit que ln de a sur b se traduit en ln de a moins ln de b. Donc, si vous avez ln de 1 sur a, serait ln de 1 moins ln de a. Du coup, ln de 1 donnera 0. Vous obtenez moins ln de a que l'on a demandé de retenir en mémoire. Donc, si vous avez ln de 1 sur 2, vous obtenez par la suite moins ln de 2 avec la relation située là, qui est égale à ln de expo de moins lambda t. Une propriété de logarithme nous dit que si vous avez ln de expo de a, ça descend a. Si vous avez ln de expo de a, vous obtenez par la suite a. Donc, l'on a ln de expo de moins lambda t, on obtient moins lambda t. On obtient moins ln de 2 qui est égal à moins lambda t. Les moins à gauche, moins à droite vont se simplifier. On aura ln de 2 qui est égal à lambda t. Et vous tirez t. T serait donc égal à ln de 2 sur lambda. L'on vient de déterminer le temps, appelé aussi durée, appelé date, appelé instant. Et étant donné que nous sommes en réaction nucléaire spontanée, la période s'exprime toujours d'abord en secondes, mais il faut savoir que ici, c'est tellement épais que ça serait en années. Période s'exprime en années. Ou du moins ça, la période peut s'exprimer en secondes. Alors, chers amis, on vient de apprendre le calcul de la période qui est égale à ln de 2 sur lambda. L'on vient de finir période ou demi-vie. Nous allons voir la loi de décroissance avec le schéma qui est appelé courbe de décroissance. Courbe de décroissance. Alors, comment faire le schéma de la courbe de décroissance? C'est très simple. Ici, vous obtenez sur l'axe vertical, vous obtenez sur l'axe vertical le nombre de noyaux NDT qui est appelé nombre de noyaux. Et maintenant, sur l'axe des axes, vous obtenez le temps. En secondes ou en millisecondes souvent. Alors ici, nous allons tracer la courbe de décroissance. NDT est appelé nombre de noyaux. Le temps ici. Comment faire la courbe de décroissance? Il va avoir un tableau dans le sujet et grâce au tableau, vous allez réaliser cette courbe-là. La courbe va ressembler un peu à ce que je viens de tracer. Une fois que c'est fait, vous allez, à l'aide de votre traceuse, aller horizontalement et toucher là. Vous allez aller encore horizontalement, toucher là. Aller horizontalement, toucher là. Une fois que c'est fait, vous allez donner les noms des différentes informations. Ici, l'on obtient N0 sur 8. Là, nous obtenons N0 sur 4. Ici, nous obtenons N0 sur 2. Et une fois que c'est fait, nous allons appeler cette écriture-là N0. C'est sur N0 cette information va passer. Une fois que c'est fait, vous allez venir cette fois-ci verticalement et avoir un temps. Verticalement et avoir un temps. Verticalement et avoir un temps. Dans ce cas-là, le premier est matérialisé par grand T,
le deuxième 2T et le troisième 3T, ainsi de suite 4T jusqu'à 5T, jusqu'à où vous arrêtez. Une fois, ça se réalise à l'aide. Ok, donc ici, le premier point que vous allez commencer est le point 0. Alors, 0, grand T, 2T, 3T, T en seconde ou en année. N0, c'est le nombre de noyaux à l'instant initial. N de T est le nombre de noyaux en fonction du temps. N0 sur 2, N0 sur 4, N0 sur 8, c'est ce que vous allez utiliser pour pouvoir déterminer la courbe de décroissance. Chers amis, nous allons donc passer à l'activité d'une substance radioactive. Donc, numéro 4, 3, activité d'une substance radioactive. Alors, chers amis, nous allons donner la définition de l'activité d'une substance radioactive. L'activité d'une substance radioactive est un phénomène qui permet le nombre de désintégrations en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il permet d'établir le nombre de désintégrations en fonction du temps. Donc, l'activité d'une substance radioactive permet le nombre de désintégrations en fonction du temps. Donc, l'activité d'une substance radioactive est le nombre de désintégrations radioactives. Alors, qu'est-ce que je viens de dire, chers amis? Que l'activité d'une substance radioactive est le nombre de désintégrations radioactives. Traduit par la relation. Qu'est-ce qu'est la relation que vous devez savoir? Il s'agit donc de A qui est égal à l'activité d'une substance radioactive à lambda multiplié par N qui est le nombre de noyaux. Alors, étant donné que Ln de 2 égale sur lambda égale à T, alors nous allons tirer lambda. Lambda serait donc égal, lambda on n'a pas de T prend sa place, Ln de 2 sur T. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc tirer l'information où l'on voit lambda, nous allons remplacer par Ln de 2 sur T. Parce que T est égal à Ln de 2 sur lambda, on a déjà dit ça pour l'expression passée. Donc lambda serait égal à Ln de 2 sur T. Nous allons donc remplacer. On aura donc A égal. Partout où l'on voit lambda, nous allons remplacer par Ln de 2 sur T, qui serait donc multiplié par N. Alors, l'activité s'exprime en becquerel. L'activité radioactive s'exprime en becquerel. Alors, l'activité s'exprime en becquerel signifie grand B et petit Q. Alors, voici l'unité légale de l'activité radioactive. Ça s'exprime en becquerel. Alors, autre expression de l'activité. Autre expression de l'activité radioactive. Nous allons donner une autre expression de l'activité radioactive. Alors, A égale à lambda N. On sait ça déjà. Avec A qui se traduit sous la forme aussi de A0, exponentielle de moins lambda T. Partout où l'on voit A, nous allons donc remplacer par A0 expo de moins lambda T. Cette formule ressemble très à la période de décroissance.
Alors la loi de l'équation se montre une petite formule comme ça. Donc vous allez remplacer le A pour cette écriture. On aura A0 expo de moins lambda T est égal à lambda N. Simplement, vous pouvez donc tirer la valeur de A0 qui est égale à lambda N sur exponentielle de moins lambda T. Alors on vient de signifier que l'activité s'exprimait en becquerel, ce qui signifie grand B et petit q. Alors becquerel est l'unité légale de l'activité. Chers amis, nous allons terminer par la fission nucléaire. Qu'est-ce que l'on appelle fission nucléaire? Nous allons donc parler de l'étape 5, fission nucléaire. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on appelle fission nucléaire? La fission nucléaire est un phénomène qui permet de changer l'état noyau en plusieurs nucléides. Donc c'est quoi? C'est la transformation, la désintégration, le phénomène de désintégration de noyaux en plusieurs types de nucléides. Donc la fission nucléaire est un phénomène de désintégration de noyaux en plusieurs types de nucléides. En plusieurs types de nucléides légers. En léger, on un seul nucléide léger. Alors, comment sont ces noyaux? Ces noyaux sont qualifiés de noyaux lourds. Alors, vous allez voir que les noyaux lourds. Donc, on a même parlé de la fission nucléaire. On a dit que la fission nucléaire est un phénomène de désintégration. Désintégration, c'est transformation de noyaux en plusieurs types de nucléides légers. Alors, quels sont les nucléides? Voici d'abord le noyau lourd qui est un peu gros, et voici ce que l'on appelle un nucléide. Nucléide. Alors, ces nucléides-là seront légers. Alors, une fois que l'on connaît les noyaux lourds qui vont se désintégrer en nucléides légers, automatiquement, ça va donner l'apparition à deux types d'énergie libérée. Ça veut dire quoi? La transformation de noyaux lourds en nucléides légers va donner la naissance de deux types d'énergie qu'on va appeler énergie libérée. Alors, l'énergie libérée par le célèbre physicien Albert Einstein qui nous dit que E est égal à mc carré. Alors, chers amis, aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi l'on dit E est égal à mc carré. Donc, c'est une bonne ici. On avait dit que la fission nucléaire va engendrer des types d'énergie. Donc, énergie libérée. Alors, chers amis, énergie libérée. La première formule d'énergie libérée que je demande de retenir, c'est que l'énergie libérée est égale à la puissance fois le temps. Énergie libérée égale à puissance fois le temps. Alors, dans cette formule, on peut demander de retirer T. Vous allez avoir par la suite T égale à énergie libérée sur la puissance. Comme on le dit, énergie s'exprime en joules, la puissance s'exprime en watts, le temps s'exprime en secondes. Alors, pour ceux qui ont bien compris, temps en secondes, énergie en joules, puissance en watts. Alors, la première formule d'énergie libérée est égale à puissance fois T. La deuxième formule, c'est d'après un célèbre physicien du nom de Albert Einstein. Alors, Albert Einstein va nous donner une relation désormais qu'on appelle relation d'Einstein. Cette relation nous dit que l'énergie libérée est égale à mc au carré. Oh, variation de l'énergie
libéré est égal à variation de MC au carré. Chers amis, voici donc la formule de Einstein qui nous dit que énergie libérée égale au produit de la masse par le carré de la vitesse. Donc, l'énergie libérée est égale au produit de la masse par le carré de la vitesse de la lumière. Alors, chers amis, c'est la vitesse de la lumière qu'on appelle C. Alors, Einstein nous dit que l'énergie libérée est égale au produit de la masse par le carré de la vitesse lumière. Alors, on va récapituler pour dire que l'énergie libérée d'après Einstein est égale à mc carré. E est appelée énergie libérée. Énergie libérée qui s'exprime en joules. M est la masse qui s'exprime en kilogrammes. Et C est la vitesse de la lumière qui s'exprime en mètres par seconde. Alors, étant donné que la vitesse est au carré, alors la valeur serait M par seconde, le tout au carré. Alors, chers amis, souvent vous utilisez les deux formules pour déterminer soit le temps ou bien soit l'énergie. Quels sont les secrets, quels sont les codes à connaître sur la relation de Einstein et la relation de P multiplié par T qui donne l'énergie libérée? Alors, E égale à puissance fois le temps. Je vais appeler cette écriture-là 1. Et E égale à MC carré, je vais l'appeler 2. Alors, chers amis, pour ne plus jamais oublier les propriétés, j'ai toujours des secrets pour vous. C'est-à-dire, enfin, papa est tombé. Enfin, maman a crié au carré. Vous voyez un peu bien? Enfin, papa est tombé. Enfin, maman a crié au carré. Enfin, papa est tombé. Enfin, maman a crié au carré. Ce qui signifie que E est égal à la puissance fois T et E est égal à MC carré. Dans cette information-là, on peut te demander de déterminer la masse ou bien la vitesse. Dans ce cas-là, on va dire 1 égale à 2, ce qui sous-entend que E est égal à E, c'est-à-dire E s'appelle énergie libérée, on va remplacer par puissance fois T. Quant à cette écriture, elle va être remplacée par MC carré. Dans ce cas, on peut nous demander de déterminer la puissance qui est égale à MC carré sur le temps. Ou parfois nous demander de déterminer le temps, où le temps est égal à MC carré sur la puissance. Si c'est la puissance que vous tirez, vous allez exprimer ça en watts. Si c'est le temps que vous tirez, vous allez exprimer ça en secondes. Vous pouvez par exemple tirer M. Dans ce cas, M serait donc égal à MC d'abord au carré qui est égal à puissance fois T. Ou vous tirez M est égal à puissance multipliée par T sur C au carré. Alors si c'est la masse que vous tirez, vous appelez ça en kilogrammes. Chers amis, je viens de t'apprendre la fission nucléaire. La fission nucléaire d'abord c'est quoi? C'est un phénomène de désintégration du noyau lourd en nucléaire. Donc, quand j'ai le nucléaire, les nucléides seront de façon légère. Donc, chers amis, l'énergie libérée est égale à la puissance fois T et l'énergie libérée est égale à la masse multipliée par la vitesse au carré. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, mais je vous demande de partager la vidéo à plusieurs de vos amis. Sur ce, Gaz Vidania.